Bonjour à tous et bienvenue à notre e-conférence. Je suis Thomas Fayard, responsable de la région Île-de-France chez Maïf Solutions Financières. Ce matin, pour vous accompagner, je vous présente Sébastien Hubert, ingénieur patrimonial. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Lazare Petit, conseiller en gestion de patrimoine sur la région de Toulouse. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Et Ronan de Condé, conseiller en gestion de patrimoine sur la région parisienne. Bonjour, merci Thomas, bonjour à tous. Nous allons aborder avec vous aujourd'hui le vaste sujet de l'investissement pour préparer sa retraite. Dans un premier temps, nous ferons un focus sur la situation des retraites. Ensuite, nous vous présenterons les placements financiers ainsi que les investissements immobiliers à privilégier. Et enfin, nous nous pencherons sur le plan épargne retraite, oui, le fameux, et nous regarderons s'il est judicieux d'y transférer votre Madelin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Maïf Solutions Financières est le pôle de gestion de patrimoine de la Maïf. Nos équipes sont composées de conseillers en gestion de patrimoine, bien entendu, et d'ingénieurs patrimoniaux. Et ils vous proposent de construire avec vous une stratégie globale au service de vos choix de vie, tout en plaçant, bien entendu, la dimension humaine et l'éthique au premier plan. Tout au long de la conférence, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet avec le point d'interrogation situé en haut de votre fenêtre. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long, comme ça nous y répondrons à la fin. Pour entrer dans le vif du sujet, je laisse maintenant la parole à Sébastien. Merci Thomas. Je pense qu'il est important, même si les indépendants que vous êtes savent très bien qu'à la retraite, le niveau de vie va être largement diminué. Là, on voit avec le retour d'une réforme des retraites qui va revenir a priori là, au goût du jour, l'importance de bien comprendre l'état des lieux des retraites des indépendants, avec notamment une spécificité aux indépendants, le fait d'avoir déjà des revenus qui sont irréguliers au cours de la carrière, comme les revenus sont la base finalement des cotisations. Moins on a de revenus, moins on a de cotisations permettant de générer des points de retraite. Les cotisations également sont plus faibles pour les libéraux puisqu'ils sont seuls à porter le poids de ces cotisations, contrairement aux salariés qui partagent finalement ce poids de façon notable, puisque l'employeur cotise pour 60% aux caisses de retraite et 40% donc pour les salariés. Donc on voit bien que l'indépendant est seul à faire face aux cotisations et donc le niveau de cotisation est inférieur. Et puis enfin, troisième raison, c'est finalement le début de l'activité qui est facilité en allégeant un peu les charges pour l'indépendant, notamment avec des cotisations allégées ou des exonérations sur les premières années. Et puis, on sait également que l'indépendant fait face à des investissements assez lourds au départ, avec une place notable pour les remboursements de crédit. Et pour le coup, on voit la rémunération démarrer plutôt lentement pour s'accroître finalement sur la seconde partie de carrière. Alors, on sait qu'on passe un tiers de sa vie à la retraite, donc l'importance finalement de préparer ses revenus, c'est très important. Et on voit, si on veut imaginer un petit peu l'état des lieux des indépendants aujourd'hui à la retraite, alors on voit qu'il y a plusieurs populations, il y a les libéraux, les artisans, commerçants, les agriculteurs. On voit que finalement, si on prend les libéraux, ce sont les mieux lotis. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Ils ont des caisses de retraite qui sont bien spécifiques aux libéraux, tout en points, et qui sont très bien gérées. Donc, ça, c'est une des premières raisons. Et puis également, ils ont un niveau de rémunération plus élevé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, une base de cotisation plus élevée également pour générer des points retraite. Alors, on voit, c'est 2 500 € le revenu moyen d'un libéral aujourd'hui à la retraite, contre un peu moins de 1 300, 1 200 € pour les artisans commerçants, et puis les parents pauvres, les agriculteurs exploitants, avec moins de 1 000 € par mois de rémunération, enfin de retraite. Donc ça, c'est un point important, et on signale également cette disparité qu'il y a entre les hommes et les femmes dans chacune des corporations finalement. Et ça également, il faut en tenir compte lorsque vous êtes une femme. Malheureusement, vous aurez votre niveau de vie diminué par rapport à un homme, d'où l'intérêt de prêter attention à la préparation de sa retraite. Donc ça, le point, on peut l'imager peut-être avec une catégorie qu'on a choisie comme ça, que sont les médecins. Donc ce sont des libéraux
ils ont une caisse de retraite en points. Et on voit bien la chute drastique des revenus, puisque le revenu moyen des médecins libéraux à la retraite, donc là c'est des chiffres à juin 2020, c'est 2 684 € de pension moyenne par mois. Donc on voit bien là la chute assez importante finalement des revenus d'un libéral et d'un indépendant en général, avec une caractéristique, et ça sera important peut-être pour vous, pour se situer un petit peu avec la réforme qui pourrait rejaillir et comprendre un petit peu mieux les enjeux, c'est la caractéristique des retraites des indépendants et notamment des libéraux, avec une retraite de base en bleu, vous voyez, qui finalement contribue que très peu à la retraite globale, et puis une retraite complémentaire en vert, aidée par une seconde retraite complémentaire spécifique aux médecins notamment et les médicaux en général, pour le gros des troupes. À gauche, on voit également que sur certaines professions, le démarrage des cotisations est tardif, puisque la première affiliation à la caisse de retraite des médecins, c'est 36 ans, avec un départ moyen à 66 ans. Donc vous voyez une durée de cotisation qui est relativement étroite finalement, qui démarre tard et qui finit plus tardivement qu'un salarié. Alors si on veut rentrer un petit peu plus dans la technique, et ça sera pas long, ça fera l'objet de la slide suivante, j'ai pris l'exemple des libéraux qui ont des caisses de retraite, 2 caisses de retraite finalement en points. C'est ce que prévoyait d'ailleurs initialement la réforme de la retraite universelle. Ils ont une retraite commune qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Donc ça, c'est commun à toutes les professions libérales. Et puis ensuite, ils ont des caisses, on va dire, complémentaires, inhérentes à chacune des professions. Et c'est là où on va voir finalement comment est constitué et comment se génèrent les droits à retraite, puisqu'on voit que sur la caisse de base, les gros des cotisations s'effectuent finalement jusqu'à un PASS. Un PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, 41 000 €. C'est-à-dire que jusqu'à 41 000 €, vous cotisez de façon assez, on va dire, généreuse. Alors évidemment, il y a un taux de cotisation, mais vous générez un maximum de points pour la retraite. Et au-delà de 41 € de rémunération, là, vous cotisez toujours, alors un petit peu moins en termes de taux, mais vous cotisez toujours et vous générez pratiquement plus de points. Donc, on arrive à un plafond de verre sur la retraite de base. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec le médecin précédemment. Je vous ai dit que la retraite de base était la partie congrue finalement de la retraite globale. Donc, le gros des troupes, c'est sur la retraite complémentaire toujours en points. On va retrouver des plafonds. Alors, vous voyez, pour les médecins, 3,5 PASS, c'est environ 140 000 €, donc jusqu'à 140 000 € de cotisation, enfin de base de cotisation. Il va y avoir des points de générés. Et puis, au-delà, c'est à nouveau un plafond de verre. Au-delà de 3,5 PASS, eh bien, il y aura très peu de cotisations qui généreront de droits à retraite. Donc voilà, on voit bien que plus la rémunération finalement augmente et moins les cotisations sont productives de points à la retraite. Donc, si on résume, plus les rémunérations augmentent et plus le taux de remplacement à la retraite va être faible. C'est-à-dire que la différence entre les revenus d'activité et les revenus de retraite va être extrêmement élevée pour les gros revenus. Voilà pour faire le point finalement sur l'environnement des indépendants. Alors j'ai fait un peu plus sur les libéraux là, mais on a à peu près la même logique sur l'ensemble des indépendants. Alors, merci Sébastien. Comme tu viens si bien de le démontrer, il est vrai que la baisse des ressources à la retraite sera d'autant plus conséquente que les revenus d'activité sont importants. Il paraît donc essentiel de pouvoir pallier à cette baisse pour maintenir le train de vie une fois à la retraite. Et pour ce faire, il est nécessaire de consacrer un effort d'épargne adapté aux besoins de chacun durant la période d'activité professionnelle. Alors maintenant, c'est vrai, comment on va faire aujourd'hui pour pallier ce différentiel de train de vie. Alors, dans un contexte de taux bas, c'est légitime de se demander sur quel support on va pouvoir investir.
quand on observe l'évolution du rendement du livret A ou des fonds en euros sur les 10 ou 15 dernières années, on se doute bien qu'il sera difficile d'en tirer un rendement suffisamment intéressant pour réaliser notre objectif de revenu complémentaire. Rapidement, nous présenterons ici, d'une manière tout à fait théorique, l'impact du taux de rendement d'un placement sur un horizon de 25 ans. Pour un effort d'épargne mensuel de 500 €, on constate ici qu'il faut multiplier par 6 le rendement pour doubler le capital obtenu à terme. Sachant qu'il est difficile de pouvoir maintenir un rendement de 6% garanti de manière constante pendant 25 ans, et de toute façon, on n'a pas la prétention de pouvoir vous apporter cette solution. On va surtout s'intéresser à l'impact d'un effort d'épargne, donc toujours de 500 € par mois, mais avec un taux de rendement prudent de 3% par an, et cette fois-ci en jouant sur la durée. Alors pourquoi du 3%? C'est parce que aujourd'hui, c'est un taux de rendement qu'on peut aller retrouver sur à peu près toutes les classes d'actifs, que ce soit du financier, de l'immobilier. On remarque qu'en 2 fois et demi plus de temps, le capital au terme est plus que triplé. La conclusion qui est simple à en tirer, c'est qu'il est nécessaire de commencer le plus tôt possible à préparer sa retraite. Ok, Ronan. Donc là, pour l'instant, on a fait que des constats sur les retraites et puis le fait effectivement de devoir réagir assez tôt. Mais maintenant, place aux solutions. Lazare, on fait quoi maintenant avec ces constats? Alors, en effet, une fois qu'on a constaté que la durée de l'épargne était un facteur clé pour se constituer un capital à la retraite, on peut utiliser cette épargne soit sur des supports financiers, on peut aussi l'utiliser pour rembourser un crédit immobilier. Parce que comme on le sait, l'immobilier est une valeur refuge, très appréciée des Français, et elle sait résister à la plupart des crises que l'on traverse. En ce moment, les taux d'intérêt sont historiquement bas, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Nous sommes donc vraiment dans une fenêtre de tir idéale pour emprunter. L'idéal, c'est d'être propriétaire à la retraite et d'avoir remboursé son crédit, donc lorsque les revenus diminuent, les revenus du travail. Alors, plusieurs avantages au crédit. Le premier, ça va être la protection contre l'inflation. On en parle beaucoup en ce moment. Lorsqu'il y a inflation, le coût de la vie augmente, souvent les revenus augmentent aussi, et si votre taux reste fixe, il sera remboursé donc très facilement. Le deuxième avantage, on l'a dit et redit, ça va être une épargne contrainte sur la durée, de rembourser ce crédit, et on l'a vu, c'est vraiment sur la durée qu'on va réussir à se constituer un capital significatif. Troisième intérêt, la protection familiale, puisque en cas d'accident de la vie, type invalidité ou décès, le crédit sera remboursé. Et enfin, n'oublions pas l'effet de levier du crédit qui se déclenchera, en tout cas dont vous profiterez si le bien immobilier que vous achetez prend de la valeur ou si le rendement locatif est supérieur au taux d'intérêt de ce crédit. Enfin, je préciserai qu'à la Maïf, nous travaillons avec la CASDEN pour tout ce qui est crédit. D'accord, Ronan. Alors, on sait que les indépendants, ils sont quand même assez friands pour limiter un peu la pression fiscale sur les revenus et regardent de plus près finalement les solutions qui leur permettent de diminuer leur imposition. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu regardes finalement quand tu proposes une solution défiscalisante? Alors d'abord, je précise que l'emprunt CASDEN ne nécessite pas de changement de domiciliation bancaire, donc ça permet de faciliter quand même les choses. Ensuite, il faut se focaliser sur un certain nombre de points, ça nécessite du temps. Donc on sait que les travailleurs indépendants n'ont pas énormément de temps. Il va falloir se focaliser d'abord sur le bon budget. Alors le bon budget, ça nécessite de faire une étude, de voir quelle est la capacité à rembourser un crédit sur la durée, de s'assurer qu'une épargne de précaution est toujours présente. Il va falloir également étudier donc l'emplacement du bien. Est-ce qu'on investit dans un secteur qui est en transformation pour aller chercher une plus-value potentielle, ou est-ce qu'au contraire on va investir dans un secteur déjà coté? Donc le prix d'achat sera forcément plus élevé, mais l'investissement plus sécurisé. On va pouvoir également veiller à ne pas surpayer le prix de ce bien, bien regarder le prix au mètre carré à l'achat. Ouais, c'est souvent ce qui arrive en fait, Lazare. C'est un peu le pendant des dispositifs. Il faut être regardant, j'imagine, à ne pas surpayer finalement l'avantage fiscal, c'est ça? Oui, toujours. Et d'ailleurs, donc la Maïf
est vigilante également sur ce point, hein, puisqu'elle effectue un gros tri à la base de tous les programmes immobiliers qu'elle peut proposer à ses sociétaires. Et évidemment, le tri est fait aussi sur les partenaires avec lesquels nous travaillons. Il faudra également regarder la destination du bien, c'est-à-dire est-ce que l'on souhaite habiter ce bien à terme? Si oui, quand? Au bout de 6 ans, au bout de 9 ans? Est-ce qu'on va en faire une résidence secondaire? Ou est-ce que vraiment c'est un investissement qui ne sera dédié que aux revenus locatifs? Et une fois qu'on a vu ça, aborder donc la fiscalité du bien. D'accord. Ok. Alors peut-être que on peut effectivement essayer de diminuer son imposition, mais on sait lorsqu'on investit dans un crédit pour l'immobilier, on rachète un bien qui va lui-même générer des revenus dont on n'a pas besoin tout de suite. C'est un peu ça finalement. Oui, et ces oui. Uniquement vont venir augmenter à un moment donné, une fois que les intérêts d'emprunt sont passés, va revenir finalement augmenter l'imposition de l'indépendant qui est toujours en activité. Donc peut-être qu'il y a des solutions qui permettent d'outrepasser finalement cette contrainte, Nader. Oui, il y a toujours une contrainte face à une réduction d'impôt. Ça peut être une contrainte en termes d'emplacement, une contrainte en termes de plafonnement des loyers, une contrainte en termes de caractéristiques du bien, est-ce qu'il sera neuf, est-ce qu'il sera ancien. Alors typiquement, pour ce qui est dans la loi Pinel, on va avoir une contrainte notamment en termes de plafonnement des loyers. Monument historique ou loi Malraux, on va être sur des biens situés en centre-ville, dans de l'ancien, sur des secteurs sauvegardés, protégés. Voilà. Mais comme tu le disais, cette typologie d'investissement va générer des loyers indirectement, au-delà de la réduction d'impôt qu'elle génère, et donc augmenter un petit peu les impôts. Il existe d'autres solutions qui permettent de ne pas augmenter du tout les impôts, et également de faire disparaître toute gestion locative du bien. Ça va être la location en meublé notamment, où là, on va investir dans une résidence de service, type résidence étudiante ou par exemple résidence senior. Vous confiez le bail à un exploitant professionnel qui va contractuellement vous assurer donc la distribution du loyer pendant toute la durée. Cette durée qui sera reconduite par baux successifs. Et les loyers perçus ne seront donc pas ou très peu imposables. L'autre solution, c'est le démembrement temporaire de propriété. Donc là, à nouveau, aucune gestion locative. Le fonctionnement est le suivant. On achète un bien avec 40% de décote. L'investisseur n'a pas la jouissance du bien pendant 15 ans. Et au bout des 15 ans, il redevient donc propriétaire de son bien avec la possibilité donc de continuer à le louer, de le vendre, de l'occuper ou d'en tirer des revenus. Ok, il n'y a pas de revenus, c'est ça, généré pendant 15 ans pour l'investisseur. Par Exactement. contre, il bénéficie d'une décote à l'achat qui permet de compenser l'absence de ses revenus, c'est ça? C'est exactement ça le système. Donc un système très intelligent et sur lequel il faut se pencher. Donc on le voit dans l'idéal 15 ans avant sa retraite. Même s'il existe un marché secondaire très liquide sur ce type de bien. Ok. Alors, on se dit, oui, ok, l'immobilier à crédit, mais finalement, pour constituer un pécule à la retraite, n'ai-je pas plutôt intérêt à capitaliser sur un contrat d'épargne, bon an, mal an, en mettant une diversification dans le contrat, certes, mais bon, peut-être que je n'ai pas besoin de faire des pieds et des mains pour faire de l'immobilier à crédit. Et le résultat sera peut-être aussi sympathique sur de l'épargne classique. Donc là, Ronan, peut-être que tu as quelque chose à nous montrer pour voir l'intérêt de l'immobilier. Alors oui, Sébastien. Alors comme l'a si justement dit Lazare, le contexte économique actuel est quand même propice aux investissements immobiliers patrimoniaux à crédit. On va donc poursuivre l'exemple de tout à l'heure avec ce même effort d'épargne de 500 € par mois. Et on va comparer ici ce qu'il est possible d'obtenir en matière de capital à terme et de revenus complémentaires sur un horizon de 15 ans, selon qu'on opte pour un système d'épargne par capitalisation ou de l'immobilier d'investissement. Alors volontairement, les chiffres donnés ici, on les a retenus de manière prudente dans les deux cas. On a recalculé retraité de la fiscalité. Oui, Ronan, si je peux me permettre, Ronan, en fait, pour expliquer à nos auditeurs, si on peut dire auditeurs, j'ai pris finalement pour l'épargne du 2% net
sans impôt. Donc, vous voyez que 2% net, je ne suis pas non plus vraiment faible en termes de taux, mais sans fiscalité au bout. Et puis, pour l'opération en meublé, j'ai pris 3% pour le revenu du meublé net. Avec le phénomène d'amortissement, on arrive à peu près à ce montant-là. Et il n'y a pas de fiscalité non plus puisqu'on écrase la base imposable. Donc voilà, j'ai pris volontairement des chiffres simples. Et le taux du crédit, il est moitié moins que le rendement du meublé, c'est-à-dire à 1,5 tout compris. Oui, donc effectivement, on est bien sur des chiffres retenus très prudents, on va dire à minima pour ces classes d'actifs, mais ce qui permet quand même d'avoir un visuel assez intéressant pour comparer les deux possibilités. Alors, on voit que l'immobilier patrimonial tire mieux son épingle du jeu, à la fois sur le capital qui est obtenu à terme que sur les revenus qui sont générés. Sachant qu'il est quand même important de rappeler que ces deux opérations répondent à des objectifs et des critères d'investissement différents. La capitalisation sera plus flexible et on pourra effectivement l'arrêter ou la modifier en cours de route avec la possibilité de récupérer les fonds en cas de besoin. Là où l'immobilier nécessitera de son côté un effort constant qu'il est important de poursuivre jusqu'à son terme et il sera moins liquide. D'où l'intérêt de bien calibrer en amont le projet d'investissement pour ne pas avoir à remettre en cause votre stratégie patrimoniale, notamment en cas de baisse de vos revenus d'activité. D'accord, donc on ne met pas tout sur l'immobilier parce qu'on peut être mis en porte-à-faux, on le sait, avec des revenus qui sont un peu erratiques pour certains indépendants. Cependant, c'est une classe d'actifs qu'il ne faut pas oublier, notamment pour la constitution du patrimoine et de revenus à la retraite. Alors, Lazare, à Maïf Solutions Financières, on met ça comment en musique, si tu peux l'expliquer? Oui, alors, comme tu viens de le préciser, la situation des indépendants est différente. Donc, le travail en amont des conseillers en gestion de patrimoine de la Maïf devra donc s'adapter à cette situation. Alors, tout d'abord, nous effectuons donc systématiquement un bilan donc, patrimonial de notre sociétaire. Nous allons analyser donc les stocks, c'est-à-dire l'épargne déjà constituée et les biens immobiliers. Nous allons également regarder les flux, c'est-à-dire les revenus notamment, et puis les dépenses. Voilà. On va également voir le crédit, analyser la situation familiale, typologie de mariage, quel contrat, les enfants, et regarder également la fiscalité du foyer. Ensuite, nous déterminons donc les objectifs du sociétaire, et pour cela, donc, nous analysons plusieurs points. Nous allons parler notamment de la prévoyance qui a été ou pas mise en place par le travailleur non salarié. Et nous allons voir si l'objectif est d'avoir un complément de revenu, peut-être immédiatement ou à la retraite. Et également, d'autres objectifs vont pouvoir être mis en place ou décelés, c'est les études des enfants ou tout simplement la diversification du patrimoine. Ensuite, nous allons procéder à la mise en place des solutions, puisque donc Maïf Solutions Financières a cette gamme de solutions qui est très variée et régulièrement actualisée. Et enfin, et le plus important presque, c'est vraiment le suivi dans la durée des solutions mises en place, surtout lorsqu'on parle d'investissement immobilier fiscal, puisqu'il y aura une aide à la déclaration d'impôt auprès du sociétaire. Ce qui est important, parce que souvent, ils sont lâchés dans la nature après des investissements immobiliers. Ça peut arriver, mais pas à la Maïf. D'accord, Lazare. Alors, du coup, on a parlé abondamment de l'immobilier. Sur les autres classes d'actifs à Maïf Solutions Financières, on l'a dit, c'est évidemment, on va dire, un must-have, c'est-à-dire qu'on doit absolument se faire une épargne financière et non pas seulement de l'immobilier. Quelles solutions on peut proposer et pour quels objectifs, Lazare? Alors, comme on l'a vu, l'épargne financière a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est sa disponibilité, sauf cas exceptionnels. Les comptes d'épargne qui ne sont pas disponibles sont très rares, même s'ils existent. C'est souvent de bonnes raisons. On parlera notamment du PER juste après. L'intérêt aussi, c'est la diversification donc, de cette épargne financière, puisqu'on va pouvoir investir sur des actions, sur des obligations, sur du private equity, comme on dit, c'est-à-dire l'investissement dans des petites et moyennes entreprises. Alors évidemment, nous avons à disposition l'assurance vie, qui est une enveloppe fiscale bien connue, avec beaucoup d'avantages, tels que sa souplesse de fonctionnement, en termes de versement, de retrait, sa fiscalité très attractive, à la fois sur les retraits et sur les droits de succession.
Le PEA qui permet donc d'agir rapidement en termes d'achat ou de vente sur des actions, avec une fiscalité toujours très avantageuse. Toutes ces solutions d'investissement, donc sélectionnées par la Maïf, vont voir les valeurs de la Maïf rayonner à travers elles, et notamment les labels de type ESG pour environnement et social governance, ISR pour investissement socialement responsable. Donc, nous travaillons avec différents organismes de labellisation tels que Finansol, et l'un de nos partenaires prépondérant, c'est France Active. N'oublions pas que Maïf Solutions Financières va reverser donc notamment 5% de ses bénéfices à France Active. France Active qui est un acteur donc très important de l'économie solidaire, qui va donc infuser ses capitaux dans l'économie solidaire sur le territoire français. Et nous avons donc sur le site de la Maïf une carte de France qui vous indique très précisément quels montants sont allés à quelle entreprise solidaire et la typologie de cette entreprise. Du coup, si on me fait un peu l'avocat du diable, Lazare, si c'est solidaire, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas forcément un retour pécunier pour l'investisseur, on arrive quand même à s'en tirer au terme de rendement, parce que c'est quand même important, le rendement, on l'a vu sur les premières slides. Oui. Alors, donc, tous ces labels et ces typologies d'investissement sont différentes dans le fonctionnement. Typiquement, dans le solidaire, il y a un taux de défaut qui est très faible, il est inférieur à 5%. Pour ce qui est d'investir dans des actions labellisées environnement et social gouvernance, les investisseurs se tournent, j'ai envie de dire, naturellement vers elles, puisqu'une entreprise pérenne, durable, a plus de chances de survivre dans notre monde capitaliste. Et ça se traduit également donc, au niveau des rendements, puisque les investisseurs ont tendance à se tourner vers elles naturellement. L'autre typologie d'investissement que nous proposons, c'est l'investissement à impact positif donc. Où là, il ne s'agit plus simplement de montrer que l'activité financée n'a pas causé de tort à la planète ou à la société, mais prouver qu'elle apporte vraiment des effets positifs en contribuant donc à la biodiversité, aux énergies propres, à l'accès à la santé ou à l'insertion professionnelle. D'accord, donc c'est un peu l'entreprise à mission, la Maïf est une entreprise à mission, je crois qu'elle a été l'une des premières à être entreprise à mission suite à la loi Pacte, où finalement tous ces impacts que doit finalement une entreprise à mission peser sur la société finalement. Oui, parfaitement. Le fait d'être une entreprise à mission rentre d'ailleurs dans l'un des 43 critères ESG, environnement et gouvernance sociale. Ces critères, nous les appliquons à toutes les entreprises. Et les sociétés de label les appliquent à toutes les entreprises. Donc, on a un label donc, tel qu'on vient d'évoquer, qui est entreprise à mission, et puis il y a d'autres, des critères, et d'autres critères, comme par exemple retour d'un congé maternité, le pourcentage de femmes qui auraient bénéficié d'une augmentation. Ouais, c'est des critères comme ça aussi. D'accord. Donc on le voit quand il y a notamment une différence de revenus, quel que soit le secteur entre hommes et femmes, le but c'est effectivement de peser pour équilibrer finalement les rémunérations entre ces deux populations. Parfaitement. Okay. Voilà. Et puis on a aussi l'aspect ISR, investissement sur l'immobilier, ne l'oublions pas, dans l'amélioration continue des performances énergétiques. Des bâtiments, c'est ça? Oui. D'accord. Alors on peut peut-être passer sur notre troisième partie qui est le plan épargne retraite, le PER, et là c'est Ronan, si tu peux nous en faire une présentation. Oui, tout à fait. Alors, tu parlais de la loi Pacte tout à l'heure, Sébastien, qui a permis de créer également donc les entreprises à mission. La loi Pacte a emmené tout un tas de nouveautés, notamment le petit dernier de la gamme contrat d'épargne dédié à la retraite, le plan d'épargne retraite. Alors, il a été créé donc par cette loi Pacte en courant 2019 par un souci déjà de simplification des dispositifs d'épargne retraite. Jusqu'alors, il existait une dizaine de contrats différents dédiés à cette épargne retraite, qu'on soit salarié du privé, du public ou indépendant. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous se sont déjà vus conseiller ou ont mis en place un contrat Madelin ou un plan d'épargne retraite populaire, par exemple. L'objectif de ce nouveau contrat, donc plan d'épargne retraite, est de simplifier la vie de l'épargnant en offrant une possibilité de transférer au sein d'un seul et même contrat l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite déjà existants, avec des règles communes aux établissements financiers sur les modalités de transfert et en encadrant les frais qui vont être prélevés.
Alors, la grande nouveauté qui est apportée par le PER, c'est la possibilité qui est offerte de pouvoir sortir en capital. Jusqu'à présent, les contrats d'épargne retraite prévoyaient une sortie en rente automatiquement. Et ça, les Français n'aiment pas trop, hein, Ronan? Non, on sait bien qu'on a toujours une préférence pour le présent, de pouvoir récupérer un capital immédiatement plutôt que de se dire oui, tous les mois je vais avoir un petit bout de mon capital qui va m'être reversé. Cette préférence pour le présent, c'est aussi beaucoup plus flexible pour pouvoir changer son fusil d'épaule et réorienter son patrimoine une fois la retraite venue. Par exemple, pour effectivement changer de catégorie d'actifs, de se dire je récupère d'un coup mon capital et je vais en faire autre chose. Tiens, finalement, je vais pouvoir acheter une résidence un peu différente pour mes vieux jours. Voilà. Ça ouvre la possibilité à des nouvelles optimisations. Et de fait, cette sortie en capital, ça rend obsolète la majorité des anciens contrats retraite. Alors, pour ceux d'entre vous qui détenaient par exemple un PERP à la Maïf, le transfert a été fait automatiquement en fin d'année dernière vers un plan d'épargne retraite. Donc, si on se concentre maintenant justement pour vous, ce qui va vous intéresser un peu plus, la Madelin, vis-à-vis du plan d'épargne retraite. Donc, concernant la Madelin retraite, on va regarder quelles sont les différences majeures entre vos contrats existants et les nouveaux plans d'épargne retraite. Le Madelin, c'est des contrats qu'on ne peut plus souscrire, mais qui perdurent dans le temps pour ceux qui vous pouvez les maintenir. Voilà. Exactement. Les contrats Madelin peuvent être maintenus en l'état s'il y a un avantage, mais on ne peut plus souscrire à de nouveaux contrats Madelin. Tous les assureurs maintenant sont passés sous la nouvelle mouture de plan d'épargne retraite. Alors, on note 4 évolutions majeures en faveur du plan d'épargne retraite. D'abord, pour le dénouement du contrat, donc là où le Madelin imposait une sortie en rente, le plan d'épargne retraite, comme je disais, laisse le choix entre la rente classique ou une sortie en capital, en une ou plusieurs fois. Le deuxième changement, il n'y a plus d'engagement de cotisation minimum annuelle, ce qui apporte de la flexibilité au contrat, notamment en cas de variation importante de trésorerie. Le troisième point, c'est sur la déductibilité des primes. Donc les cotisations Madelin, elles s'appuyaient sur votre revenu catégoriel. Pour le plan d'épargne retraite, le choix de la déductibilité se fait à chaque versement et pourra l'être indifféremment sur le revenu catégoriel ou sur le revenu global. Et enfin, tout comme certains anciens dispositifs d'épargne retraite, le plan d'épargne retraite propose une sortie anticipée en capital en cas d'acquisition de la résidence principale, si toutefois vous aviez besoin d'un complément d'apport personnel. Donc là, il y a quand même du conseil à apporter. Là, tu parlais de la déductibilité des primes. Donc au final, c'est les primes versées, on les déduit de ses revenus imposables. Et pour le coup, on obtient une diminution de son imposition en fonction de sa tranche d'imposition, c'est ça. Là, il y a tout un conseil finalement entre déduire du revenu global, déduire du revenu catégoriel comme le proposait uniquement Madelin. Donc là, il y a un regard, on va dire, un peu avisé à apporter sur la méthode de déduction, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça fera l'objet d'une étude personnalisée pour voir ce qu'il est pertinent de faire. Alors, c'est vrai que pour toutes ces raisons, du coup, le plan d'épargne retraite sort vainqueur de ce match. Et le transfert d'un contrat Madelin vers un plan d'épargne retraite est fortement recommandé. Mais toutefois, il peut quand même exister quelques spécificités sur vos contrats Madelin actuels qui conviendra du coup d'étudier au cas par cas. Alors peut-être Sébastien, tu pourrais nous apporter quelques précisions sur les points d'attention à avoir. Si on devait résumer, le PER est avant tout extrêmement utile pour les indépendants. Pourquoi? Puisqu'on l'a vu en introduction, les revenus de l'indépendant sont relativement élevés pendant la partie active. Et puis, il y a une baisse notable des revenus à travers les pensions de retraite. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir déduire lorsqu'il a une imposition haute, donc une tranche d'imposition haute. Et lorsqu'il va récupérer finalement à travers soit les rentes, soit le capital, le Madelin, il sera à coup sûr sur une tranche inférieure. Donc, du coup, déjà, il y a un effet de levier. Et ça, c'est particulièrement adapté pour les indépendants. Ensuite, pour ceux qui ont déjà un Madelin, la première question, c'est de savoir est-ce que finalement, je préfère sortir en rente et du coup, on va regarder le Madelin s'il est intéressant, ou est-ce que je préfère sortir en capital, auquel cas, là, il n'y a pas de solution annexe que de transférer sur un PER.
il faut transférer sur un PER pour pouvoir sortir son Madelin en capital. Donc ça, on va dire que c'est 8 indépendants sur 10 ont cette motivation-là de pouvoir avoir cette opportunité de sortir en capital. Après, pour les 20% restants qui souhaitent quand même avoir une rente, là, on va regarder finalement si le Madelin, ils doivent le conserver pour pouvoir bénéficier de la rente ou aller sur un PER pour avoir également une rente. Là, on va être assez vigilant, notamment la loi nous l'impose, c'est-à-dire qu'avant le transfert, il y aura une étude de fait entre les deux contrats, que ce soit pour sortir en capital ou en rente. Il y aura une étude de fait par l'organisme qui récupère le Madelin, c'est-à-dire là, le cas échéant, la Maïf, et il vous sera proposé un comparatif entre les deux contrats avec les plus et les moins. Comme ça, vous pourrez donner votre aval définitif sur le transfert en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est quand même important. Si jamais, effectivement, c'est la rente qui est visée, on regardera si le contrat Madelin, qui peut être vieux parfois, a une table de mortalité qui est relativement ancienne, table de mortalité avec une espérance de vie plus courte que les tables de mortalité qu'on peut présenter aujourd'hui. Donc c'est facile à imager, hein. Vous avez 100 000 € de capital. Si vous devez le partager sur une table de mortalité ancienne, c'est-à-dire une durée de vie de 20 ans après la retraite, eh bien, vous aurez 100 000 € divisé par 20 comme rente. Et si jamais, effectivement, vous êtes sur une table de mortalité plus récente, sur 25 ans, par exemple, après la retraite, ben, vous allez diviser les 100 000 par 25, donc une rente inférieure. Donc là, on va être vigilant, finalement, pour savoir si la table de mortalité du Madelin est très intéressante, puisque là, on pourra éveiller finalement l'indépendant sur ce gros point de détail. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est la revalorisation qui peut être proposée sur d'anciens contrats Madelin, une revalorisation automatique de la rente avec un taux qui est prédéfini contractuel, ce que ne proposent plus tous les contrats qui sortent aujourd'hui, quel que soit l'assureur. Vu le rendement et la baisse des taux, l'assureur ne s'amuse plus maintenant à proposer une revalorisation automatique des rentes. Mais sur d'anciens Madelin, il peut y avoir une revalorisation qui était contractuelle et qui pourra bénéficier encore à l'indépendant. Donc c'est pour ça qu'on est vigilant sur les sorties en rente. Par contre, sur les sorties en capital, qui va être le gros des troupes, là, il n'y a pas photo, il faut transférer sur un PER. Voilà, j'en ai fini sur le PER. Il y aura peut-être des questions à venir, Thomas. Moi, j'ai une question. Si je suis en cessation d'activité, est-ce que je peux quand même prendre mon argent sur le PER avant la retraite? Ouais. Alors là, c'est effectivement une des sorties anticipées, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'activité n'est plus, effectivement, c'est une sortie anticipée du PER en capital, sans l'imposition qui va avec, puisqu'on subit finalement cet événement de la vie, au même titre qu'une invalidité, que le décès du conjoint, etc. Et là, bon, c'est une sortie anticipée pour les cas de coup dur, quoi. Donc ça, c'est effectivement permis par la loi. Tu évoquais en revanche la résidence principale. La résidence principale, c'est pas un coup dur, c'est plutôt, on va dire, une chance. Et cependant, on peut sortir par anticipation du PER. Cependant, le capital sera pleinement fiscalisé sur le revenu. D'autres questions peut-être, Thomas? Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Effectivement, on a eu quelques petites questions. Alors, ce n'est pas encore sur le PER, mais ça va peut-être venir. En tout cas, si vous avez des questions sur le PER, n'hésitez pas à les poser dans le fil. Les questions que nous avons eues jusqu'à présent, c'est la prestation d'analyse par nos conseillers en gestion de patrimoine est-elle gratuite? Donc, j'y ai répondu sur le fil. Oui, cette prestation est totalement gratuite, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Il y avait une autre question qui était, y a-t-il un appel à un conseiller pour une analyse entre la fin d'un salariat et le début d'une activité d'indépendant où il faut attendre d'avoir un chiffre d'affaires entrant en tant qu'indépendant? Sébastien? Je dirais que là, c'est plutôt, on va avoir des générations qui vont changer de métier de plus en plus.
Donc, si on devait attendre finalement que la personne soit indépendante pour commencer à s'intéresser à son profil, je dirais que ça peut être un peu tard, hein. Il y a des gens qui sont indépendants à 50 ans. Et donc, c'est plutôt en amont, je dirais, qu'on l'accompagne. Et quand bien même il serait amené à changer de statut social, il y a une continuité qui s'opère pour l'accompagner dans la constitution de son patrimoine. Donc, je dirais que non, le départ, c'est pas uniquement quand la personne devient indépendante, puisqu'on va avoir des générations qui vont embrasser finalement le statut d'indépendant à des âges bien différents et peut-être parfois avancés. Et il faudra s'occuper de la retraite déjà en amont. Oui, puis aussi, j'ai envie de dire, tout dépend de l'âge, tout dépend aussi de sa situation précédente, de ce qu'il a déjà mis en place par le passé. Voilà, enfin, toute situation est différente, donc en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à nous pour déjà qu'on fasse une analyse qui peut être faite dans un premier temps en visio, comme on le fait aujourd'hui, avant d'avoir une rencontre physique, bien entendu. On peut agir sur les stocks existants ou sur les flux, quoi. C'est vrai que s'il n'y a pas de stock existant et si les flux sont à venir, c'est quand même compliqué d'un point de vue pratique pour nous d'agir. On va pouvoir parler de stratégie, on va pouvoir se projeter, mais on ne pourra pas tout de suite agir. C'est ça, tout à fait. Ensuite, effectivement, on nous demandait si nous envoyons les slides à la fin de cette conférence. Non, on n'envoie pas les slides. Par contre, vous avez accès à un replay. Lorsque vous allez recliquer sur le lien sur lequel vous avez cliqué pour nous rejoindre aujourd'hui, vous aurez accès directement au replay de cette conférence. Donc, la voir, la revoir à envie. Alors, ensuite, une question assez simple. Est-ce qu'on doit continuer à mettre de l'argent sur de l'assurance vie? Enfin, assez simple, assez courte en tout cas. Alors, la question est courte, la réponse sera peut-être pas aussi courte que la question. Ça dépend quand même, ça dépend de quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins, quels sont vos projets. Continuer aujourd'hui de mettre de l'argent sur de l'assurance vie, ça peut avoir du sens, que ce soit pour continuer à développer son patrimoine, que ce soit pour continuer de le faire fructifier, que ce soit dans une optique de transmission de son patrimoine, en ayant bien pris soin de la rédaction de la clause bénéficiaire de cette assurance vie. Enfin, c'est jamais mauvais d'épargner sur de l'assurance vie. Ce type de placement, ça a le mérite de pouvoir être suffisamment flexible de toute façon pour pouvoir être réalloué, repositionné en vue d'un changement de stratégie patrimoniale ou d'autres types de projets. Donc oui, j'ai envie de dire par défaut, c'est même très bien d'utiliser de l'assurance vie. Parce que si on prend le cas ne serait-ce que du simple fonds en euros pour la partie sécuritaire de ce placement, même si les rendements sont au plus bas, on en reste quand même sur des supports d'investissement qui sont bien plus rentables que ne l'est un livret A par exemple. Si on regarde pour les contrats, les fonds en euros chez Maïf, l'année dernière on sortait du 1,30 net de frais de gestion quand on a un livret A à 0,5 ou un livret de développement durable à 0,5. Donc oui, l'assurance vie reste toujours une solution pertinente quoi qu'il arrive. Oui, j'ajouterais que s'il y a beaucoup d'assurance vie, il est peut-être en effet opportun de se poser la question d'autres supports d'investissement. Là, ça dépend, j'ai envie de dire, des montants, toute proportion gardée. Et il est pas mal non plus de voir ce qui se fait à la concurrence, c'est-à-dire de voir son contrat, quel est le rendement, et quels sont les frais, quelles sont les valeurs, et éventuellement de diversifier ou de basculer sur un nouveau contrat, parce qu'on peut avoir autant d'assurance vie. Effectivement, la réponse était plus longue que la question. Merci, messieurs. La réponse n'était pas vite répondue. Notre question. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas. Dois-je privilégier le crédit pour une acquisition d'un bien en locatif? Alors, cette fois, la réponse va être très courte, c'est oui.
mais oui, dans la mesure du possible. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on a un taux d'emprunt qui est déjà inférieur à l'inflation aujourd'hui, on sait que dans la durée, le prêt va pas coûter grand-chose. Si le coût de l'argent emprunté est inférieur à l'augmentation du coût de la vie, vaut mieux emprunter le maximum possible aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, si vous disposer de l'épargne nécessaire pour acheter un bien immobilier en cash, il va falloir regarder quand même si vous avez la possibilité de le faire à crédit, ce serait plus intéressant. Là encore, les taux d'emprunt aujourd'hui sont inférieurs au taux de rendement que l'on peut trouver pour un placement de l'épargne. Et c'est là où on fait jouer à plein l'effet de levier du crédit et vous y gagnez encore le différentiel de taux. Ça vous permet de faire à la fois l'opération à crédit et de laisser placer votre épargne en parallèle. Et j'ajouterais effectivement, si le besoin de revenus complémentaires n'est pas immédiat, il ne faut pas... Oui, parce qu'on peut déduire donc les intérêts du crédit des revenus fonciers. Puis on peut aussi, en fonction du budget, mixer, hein, c'est-à-dire faire une part d'apport, une part de crédit. Ça permet d'ajuster vraiment au budget, d'ajuster le budget. Eh bien, nous n'avons pas d'autres questions. Eh bien, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette e-conférence. Pour reprendre, effectivement, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche, 05 49 75 45 55. Vous tomberez sur notre équipe de relations patrimoniales qui, le cas échéant, vous mettra en relation avec le conseiller en gestion de patrimoine de votre région. Merci beaucoup pour cette participation. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Lazare. Merci à vous. Merci. Merci à ceux qui sont derrière, modérateurs et organisateurs de cette e-conférence. Et je vous dis à très bientôt.